Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinar. Je m'appelle Vianney, je suis cofondateur d'Oscar Black. Et aujourd'hui, je suis avec Élise, notre responsable Community Management. Bonjour Élise. Salut Vianney. Bienvenue, je suis hyper content de faire ce webinar avec toi parce que c'est un sujet, le Community Management, qu'on nous a beaucoup demandé. Et nous, ça fait quelques temps qu'on travaille dessus, donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire un épisode un peu spécial pour en parler. Le community management, si on doit le définir, c'est le fait de gérer les comptes de réseaux sociaux de votre organisation, donc de votre entreprise, association, ce que vous voulez. Et en fait, ça, tout le monde le fait, mais tout le monde le fait plus ou moins bien, parce qu'il y a des organisations, des entreprises qui ont bien compris que c'était quelque chose de stratégique qu'il fallait faire en suivant une méthodologie et pour que ça ait un intérêt vraiment stratégique. Et d'autres qui le font de manière un peu anarchique, comme moi je gère peut-être mon compte Insta perso en postant 3 photos pendant une semaine de vacances et puis après rien pendant 6 mois. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on conseille. Exactement. Et donc on s'est posé, on a réfléchi un petit peu en fait, aux bonnes pratiques qu'on a envie de partager. On va prendre aussi des cas clients qu'on va partager. Et puis si on a le temps à la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on vous proposera de nous donner votre avis assez simplement, mais quand même sur vos comptes. Donc si ça vous intéresse, qu'on regarde vos comptes un petit peu et qu'on vous fasse des propositions, vous pouvez nous envoyer un inbox sur Instagram directement. Vous trouvez le compte Oscar Black, vous nous envoyez un petit message depuis votre compte ou en indiquant le pseudo. Et puis on a le temps à la fin, on prendra quelques comptes parmi ceux qu'on aura reçus et puis on vous donnera peut-être des tips ou des choses. Ouais, on analysera un petit peu. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits sondages pour voir un petit peu à qui on s'adresse et pouvoir adapter un petit peu notre discours. Donc la première question qu'on veut vous poser, c'est quelle est votre activité professionnelle ? Est-ce que vous êtes étudiant ? On sait qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent. Est-ce que vous bossez pour une agence ? Est-ce que peut-être vous êtes fondateur ou employé d'une marque de e-commerce ? Enfin voilà, vous avez un peu toutes ces questions, donc choisissez ce qui correspond à votre situation personnelle. Ensuite, une deuxième question qu'on vous est posée, qui est très liée directement en fait au sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez déjà une stratégie de community management. Donc soit oui, vous en avez déjà, soit non, pas du tout. Ou peut-être éventuellement c'est un sujet un peu d'actualité, vous avez commencé à y réfléchir, vous êtes en train de construire quelque chose, donc voilà, dites-nous ce qui vous ressemble le plus. Ensuite, troisième question, quels sont les leviers d'acquisition que vous avez envie de tester dans les prochains mois ou cette année ? Alors on a mis une petite sélection, c'est pas exhaustif, mais ça peut être de l'ADS, de l'influence, du SEO, voilà. Choisissez ce qui vous parle. Et enfin, dernière question qui est assez intéressante aussi pour ajuster et puis voir un peu les moyens qu'on va pouvoir évoquer. Quel est le budget marketing mensuel que vous avez, que vous pouvez mettre en place? On vous a mis des petites fourchettes, voilà. Choisissez ce qui vous correspond le mieux, ce sera parfait. Et une fois que c'est fait, on va attaquer. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va vous partager la méthode un peu théorique, si on peut dire, mais qui est en même temps assez concrète, que nous on déploie par rapport à nos clients. Très concrètement, c'est la checklist que Élise déploie sur chacun des comptes qu'Oscar Black gère. Donc voilà, on va vous la présenter en intégralité, en essayant de pas trop rentrer non plus dans le détail, pour que ça reste quand même un peu interactif. Et on enchaînera ensuite sur les exemples. Donc cette checklist, elle est composée en gros de 7 grands points qui vont de la définition de la stratégie à la création de contenu. Puis après, on a tout ce qui va être publication, gestion des interactions et analyse des KPI. Donc le premier point dont on va parler, c'est la stratégie. C'est-à-dire avant même de se mettre à poster ou à faire un calendrier, comment est-ce qu'on définit finalement une ligne éditoriale qu'on va suivre sur les comptes de réseaux sociaux? Bah écoute, effectivement, la stratégie, c'est la première chose sur laquelle il faut se poser. Je pense que sans ça sert pas à grand-chose finalement d'être sur les réseaux, ou du moins, comme tu disais, on va gérer les réseaux de façon un peu comme son compte personnel et finalement, on n'aura pas beaucoup de résultats derrière. Ouais. Et pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment de faire un benchmark.
Donc ça, c'est beaucoup lié au marketing de toute façon en règle générale. Mais faire un benchmark des réseaux sociaux, des concurrents, regarder aussi les comptes qu'on aime bien, les comptes qu'on n'aime pas trop. Vraiment analyser ce qui se fait sur les réseaux, ce que les concurrents font. Et garder, entre guillemets, le meilleur de chaque personne. Et voilà, se poser sur ça et se dire, du coup, qu'est-ce que moi j'ai envie de garder ? Comment je pourrais l'adapter à mon entreprise sans faire une copie, bien sûr. Donc il y a vraiment cette question-là à se poser et faire un petit benchmark du coup sur les différents comptes qu'on aime bien, dont on trouve la stratégie assez intéressante. Donc garder le meilleur de tout ça et après le façonner à sa marque, à son image et forcément aux produits, aux services qu'on va vendre. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, je sais qu'il y a un dilemme un peu là-dessus, qui est de se dire... tu vois, toi tu vas attaquer, tu lances ta marque, tu lances ta stratégie, tu peux avoir une idée en tête et en fait ton idée elle est peut-être révolutionnaire par rapport à tes concurrents et donc l'intérêt de faire le benchmark c'est que tu peux voir éventuellement des bonnes idées et voir un peu quel est le niveau de la concurrence, mais ça peut aussi venir en fait un peu restreindre, tu vois, cette idée que tu avais de base qui peut-être était originale et était bonne. De quoi. base, exactement. Bon, il y a un équilibre à trouver un peu là-dedans, évidemment. Exactement. Et en fait, plus on va être original, mieux ce sera parce que forcément, on va pouvoir se démarquer. Mais c'est quand même effectivement bien d'avoir de pouvoir faire entre guillemets les deux, de regarder ce qui se fait et d'essayer quand même d'être original justement. Donc si on a une idée de base en tête, il faut essayer de la garder. Mais bien se poser, bien réfléchir au code des réseaux sociaux et voir si cette idée s'adapte finalement à ces codes-là en fait. Ok, ouais. Et il y a un autre truc qui est assez important à cette étape-là, que tu fais en même temps, ça va être de réfléchir en fait à ton persona et de voir à quel public tu veux destiner le contenu que tu vas publier. Exactement. Ça, c'est un sujet, surtout en marketing, qui est assez... Il y a pas mal de polémiques sur ça, sur le côté persona. On dit souvent que ça peut être bullshit ou que c'est un truc d'étudiant qu'on fait en école. Mais sincèrement, moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important de le faire. Pour moi, ça prend une petite heure de se poser sur sa cible, de se poser sur qui est son client idéal. En fait, qui j'aimerais... quelle personne j'aimerais qu'elle s'abonne à mon compte ou quel client j'aimerais avoir. Pour moi, c'est hyper important de se poser sur ça et vraiment de se poser des questions au-delà de savoir est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce qu'il a les cheveux bruns. Enfin, ça, effectivement, on en a un peu rien à faire. Mais plutôt se poser la question de quels sont aujourd'hui ses problèmes, ses problématiques, ses peurs, ses craintes, etc. Et qu'est-ce qu'il aimerait avoir ou qu'est-ce qu'il aimerait devenir selon si on vend un produit ou un service. Et en fonction de ça, en fait, ça permet de définir derrière son discours un petit peu commercial où c'est ces accroches de vente, ce genre de choses. Donc ça va servir au marketing global, mais ça va servir énormément à nos comptes sur les réseaux sociaux, de savoir un petit peu dans quel état d'esprit est notre client idéal, à quelle phase aussi il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît pas du tout encore notre marque, à qui il va falloir faire comprendre ce qu'on fait, qu'on pourrait potentiellement avoir un problème une solution à son problème. Tu vois, il y a vraiment toutes ces choses-là où se poser un petit peu, réfléchir sur ça, sans y passer effectivement une journée entière, mais se poser un petit peu sur ces choses-là et ça va permettre d'acter un petit peu le discours commercial et derrière d'avoir par exemple des publications sur les réseaux sociaux qui vont vraiment lui parler et qui vont le marquer, sur lesquels il va s'arrêter quand il va scroller à l'infini sur son feed en fait. Ouais, et ça c'est un truc qui est lié tant au fond qu'à la forme en fait de ce qu'on va publier. Exactement. Parce que tu devras à la fois toucher au centre d'intérêt de la personne et en même temps la rejoindre dans ses habitudes esthétiques au niveau des publications, quoi. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre justement un peu qui sont ces personnes-là, parce que comme tu dis, l'esthétique c'est aussi très important. Selon la personne qu'on va analyser, en fait, on peut avoir un esthétique très jeune, très punchy, etc. Ou au contraire, il faudra quelque chose d'un peu plus soft, de minimaliste. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser ça pour avoir finalement la meilleure stratégie possible dès le départ, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est que le fait de faire le benchmark et de réfléchir après au persona, tu peux te rendre compte qu'il y a des choses parfois peut-être un peu incohérentes chez tes concurrents. Exactement. Et d'ailleurs, ça montre que le benchmark n'est pas suffisant et que cette étape des personas, elle est hyper importante. C'est que tu te rends compte parfois que tu as des concurrents qui sont mal calibrés par rapport à ça et qui en fait respectent pas vraiment les codes de la cible qu'ils veulent toucher.
Et donc en fait le risque de pas faire ça, ce serait de se calquer sur eux sans adapter la chose à la cible que toi vraiment tu vas aller chercher, quoi. Exactement, les deux en fait ils vont de pair. Et comme tu dis, je trouve que de voir si justement les concurrents, est-ce qu'ils sont sur la bonne ligne ou pas, c'est assez important parce que c'est clairement une opportunité si c'est pas le cas. Et tu as toutes les cartes en main si tu captes qu'ils sont pas trop... qu'ils n'ont pas bien compris au final leur cible à eux. Donc non, clairement, les deux vont de pair pour moi. Ouais. Et ça, pour le coup, ces étapes-là, c'est des choses que vous devez vraiment pas négliger, puisque en fait, si on ne fait pas ça, qu'on n'identifie pas en gros l'esprit qu'on veut donner, l'attaque stratégique, à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut raconter, on publie un peu au hasard, quoi. Et donc finalement, si derrière tu fais ton calendrier éditorial, mais sans avoir fait ça, chacune de tes publications, tu vas en fait, tu vas un peu jeter une pièce et tu vas dire ok, aujourd'hui on va faire un carrousel, on va parler de ça, mais si tu as de la chance, en fait, ça pourra parler aux gens, ou si tu as des bonnes intuitions ponctuellement, mais tu n'auras pas toute une trame et tout un toboggan à descendre que tu aurais eu si tu avais fait cette réflexion au préalable. Donc c'est pour ça vraiment que nous on l'encourage à fond, quoi. Ouais, c'est vrai que forcément c'est un petit peu de temps que tu prends au début à définir tout ça, mais c'est toute cette anticipation là et tout ce travail là qui va te permettre derrière finalement d'être hyper efficace, de savoir exactement où tu vas, ce que tu dois poster. Tu n'auras pas ce truc de on est lundi, il faut que je poste, mais je sais pas quoi faire, j'avais 3-4 idées dans ma tête, je prends laquelle. Et en fait, finalement, t'as pas de stratégie finalement quand tu fais ça. Et il n'y a rien de pire que ça, parce que derrière les résultats que tu vas analyser, tu vas même pas savoir sur quoi tu t'es basé et tu n'auras pas de bons résultats. Donc, ou alors si t'en as, finalement, comme tu disais, ça sera un peu de la chance et tu n'auras pas forcément compris sur tout ce que tu as fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps au début, de définir sa stratégie pour après, tu as une vision globale de ce que tu dois faire, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à poster, et on est parti, tu testes ta stratégie et c'est bon. Bon, vous avez compris les amis, on vous recommande chaudement de ne pas skipper cette étape. Et quelques outils éventuellement pour faire ça. Le benchmark, on s'était dit, en fait, tu passes un peu sur tous les réseaux, quoi, des concurrents. Oui, globalement, c'est ça. Tu vas voir où ils sont actifs. Tu as éventuellement un Excel ou Notion derrière pour noter un peu tout ça, mais là, c'est plus de la promenade. Ouais, Notion, ça peut être pas mal justement pour peut-être, tu vois, catégoriser peut-être les plus, les moins que tu trouves chez tes concurrents, ça peut être pas mal, ouais. On avait noté aussi, dans une logique un peu de mood board, Notion, ça peut être pas mal, ou Pinterest éventuellement. Ouais, clairement pour justement, comme on disait tout à l'heure, définir un peu l'esthétisme peut-être de son compte. Le Pinterest, c'est parfait. Pinterest, c'est parfait pour ça, d'essayer d'épingler un maximum de choses qui pourraient, en tout cas, faire son mood board de ce à quoi on voudrait que, par exemple, son feed ressemble. Ça peut être pas mal, effectivement, à utiliser, ouais. Tu m'as parlé aussi de piliers de contenu. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça, c'est plus dans ta stratégie, du coup, éditoriale. Ouais. Mais c'est vrai que c'est à définir un petit peu dès le début, à savoir un peu, quand je parle de piliers de contenu aux clients, c'est vraiment les thématiques, en fait, de contenu. Qui vont être abordés. L'idée, c'est d'avoir une stratégie hyper rodée et donc forcément d'avoir différents axes, mais bien définis sur ce dont on va parler. Donc moi, les piliers de contenu, très souvent, ça peut être un peu forcément tout ce qui va être de la promotion. L'idée, c'est pas d'en faire trop sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas envie d'avoir un compte publicitaire. Faut vraiment pas oublier que quand on se connecte sur les réseaux sociaux, on est dans un objectif de divertissement, recherche d'actualité, ce genre de choses, et pas d'avoir un feed hyper publicitaire parce que là, clairement, les gens vont se désabonner. Ouais. Mais c'est quand même important, effectivement, de faire quelques publications de temps en temps, un peu promotionnelles, dès que tu as une offre spéciale qui sort, un nouveau service, un nouveau produit, de faire quand même ces contenus-là, mais un petit peu par parcimonie. Après, tu as d'autres piliers de contenu qui peuvent te venir, ça va être tout ce qui va être peut-être éduqué si tu vends du service. Ça peut être hyper intéressant de montrer ton expertise, parler un petit peu montrer ton expertise. Donc comme ça permet d'acter et convaincre les personnes de s'abonner et de passer par toi. Mais aussi d'apprendre aux gens finalement, de par ce que toi tu sais, de répondre peut-être à leurs problématiques juste en lisant un post, ce genre de choses, c'est hyper intéressant. Et puis évidemment après surfer sur les tendances, donc là on va plus être dans le divertissement comme pilier de contenu, mais voilà, surfer un petit peu sur les tendances, faire des mèmes, ça peut être pertinent pour certaines marques de le faire.
Donc voilà, et surtout, pour moi, c'est l'inspirationnel qui est hyper important. Les réseaux sociaux, globalement, c'est ça, hein. La plupart, on est vraiment sur... quand on suit quelqu'un, quand on s'abonne à quelqu'un, peu importe le réseau social, c'est souvent une personne qui nous inspire, on s'abonne à lui ou à la marque parce qu'on aime ce qu'il fait et qu'on a envie soit de lui ressembler, soit d'avoir son produit ou ce genre de choses. Donc vraiment être dans l'inspirationnel. Et ça, comment tu le traduis en pratique? Bah, pour le coup, ça, pour moi, ça va être la qualité du contenu, déjà, Mm. qui va être hyper importante, notamment enfin, d'essayer au maximum d'avoir du contenu que tu as fait toi, tu vois, ou qui Ouais. correspond vraiment à ta marque. Des shootings photos, des shootings, même du shooting vidéo, un peu de tournage, ce genre de choses, mais vraiment montrer ce que tu fais, essayer vraiment de t'identifier. Ça peut être assez intéressant. Et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, ce que les gens recherchent énormément sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité. Et donc ça, pour moi, ça rentre clairement dans le côté inspirationnel, c'est de montrer finalement ce qui se passe un peu dans les backstage. Souvent, les entreprises, elles font de plus en plus ça, tu vois, montrer aussi l'équipe. Mm. Ça permet de gagner la confiance des personnes et c'est vrai que pour moi, sur les réseaux sociaux, c'est essentiel aujourd'hui. Ouais, clairement, Mm. c'est des choses qui marchent assez bien. Ok, écoute, sur la stratégie éditoriale, on a pas mal de billes là pour avancer. Ouais. Ensuite, l'étape qui vient après, ça va être d'adapter la charte graphique de la boîte aux réseaux sociaux. Bon, là, est-ce qu'il y a grand chose à dire? Ça semble assez intuitif Ouais, comme idée. ça semble assez logique. Après, pour certains, ça l'est pas forcément. Ouais. C'est vrai que bah, c'est évident déjà d'avoir une charte graphique, surtout quand on est une marque. Il faut une charte graphique, c'est ça qui permet d'être reconnaissable, c'est ça qui va permettre de se différencier où on n'a pas forcément besoin de lire le nom du compte qui est tout en haut de la publication pour comprendre quelle marque vient de Ouais. poster. C'est vraiment les premières couleurs qui te viennent, t'as compris qui c'était. Tu vois, typiquement Coca-Cola met une story ou peu importe, t'as même pas besoin de voir qui c'est, tu vas les passer en 2 secondes, mais t'as capté tout seul que c'était Coca. C'est un peu comme McDo, quoi. Tu vois une pub, maintenant ils mettent même plus le logo. Exactement. Tu vois juste un quart de burger, tu sais que c'est eux. Exactement. Bah ça c'est hyper important. Mm. Et pour le coup, ce qui est aussi important, c'est que tu as une charte qui est adaptée à tous tes supports, du print, Ouais. à ton site, etc. Mais il faut quand même pas oublier que sur les réseaux sociaux, il y a des codes qui sont aussi un petit peu différents. Faut que ce soit un peu plus travaillé, tu vois. Ouais. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de reprendre sa charte, mais de l'adapter un petit peu, peut-être d'ajouter des petits éléments en plus qu'on va reprendre uniquement sur les réseaux sociaux. Et qui vont répondre au code des réseaux et de pas avoir, tu vois, par exemple, on peut avoir une charte qui est ancrée dans le marbre, qui est qui est un peu plate. Bah, c'est d'ajouter peut-être des petites choses qui vont être spécifiques aux réseaux sociaux, Mm. mais qui vont permettre vraiment d'avoir ce côté hyper impactant sur les réseaux quand tu postes. Donc voilà, c'est juste peut-être des petits éléments à rajouter à sa charte parfois. Et là-dessus, toi, ce que tu recommandes, on en a pas mal parlé, c'est de fonctionner un peu par template, où tu te dis, Ouais, on va faire plusieurs templates pour différents types de posts, exactement. des carousels, des backstage, des choses plus d'expertise. Et après, une fois que tu as ça et que tous ces templates sont un peu adaptés, comme tu dis, adapte ta charte graphique au particularisme des réseaux sociaux, là, t'es équipé, quoi. C'est ça. L'idée des templates, c'est pareil, pour moi, c'est un gain de temps. Mm. T'as déjà un petit peu tes éléments qui sont fixés, t'as tes templates qui sont faits sur les différents piliers de contenu, justement, dont on parlait avant. Et comme ça, dans ta stratégie, tu sais ce que tu dois poster. Ton template, il est fait, c'est juste ton contenu que tu dois adapter au template. Ça permet de gagner du temps, mais ça te permet aussi, si tu as besoin de faire un post parce que tu as une actualité qui vient de sortir, que tu dois poster absolument sur un sujet en dernière minute, bah, tu vas peut-être créer un nouveau contenu que tu n'avais pas prévu dans tes templates, mais Ouais. du coup, c'est pareil, tu vas gagner du temps parce que tous tes autres posts seront déjà faits et tu auras juste celui-là finalement à sortir et à imaginer. Mais voilà, l'idée c'est au moins tu as ta charte, tu as tes templates et quand tu crées un nouveau contenu, bah, tu reprends un petit peu les éléments et Ouais, t'es ça va fixé, super vite ça va finalement beaucoup plus quand tu vite. fais Ouais. ça. C'est vrai que ça fait partie des choses qui permettent d'être assez efficace en community management sans y passer énormément de temps au quotidien. Et en termes d'outils, là-dessus, il y a un peu un débat d'experts entre Canva et Photoshop. Est-ce que Ouais. tu peux dévoiler ton équipe?
Moi, je suis assez pro Canva. Ouais. De toute façon, je suis pas graphiste de base. Je sais qu'il y a une grosse polémique sur ça, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, ça fait... En tout cas, pour les réseaux aujourd'hui, faire des posts sur Canva, c'est largement suffisant. Le seul bémol que je trouve à Canva sur ça, c'est de pas tomber dans... Parce que Canva propose énormément de modèles pour les réseaux sociaux qui sont top. Mais par contre de pas tomber dans ce truc de je reprends un modèle, je change 2-3 trucs et je le poste parce qu'en fait ça se voit énormément et du coup c'est pas forcément adapté à ta charte, enfin tu vois, du coup ça rentre pas du tout dans ce qu'on se dit, mais de s'inspirer, de reprendre un peu ce qui peut exister mais vraiment de l'adapter à sa charte, pour moi ça fonctionne totalement. Et je trouve que c'est aussi un gain de temps, d'efficacité. Si tu travailles en équipe, vous pouvez travailler en même temps sur le même modèle, enfin c'est quand même, ou sur la même créa. Donc je trouve que pour moi c'est un très bon outil pour les réseaux sociaux. Ça permet aussi à plein de gens qui s'occupent tout seuls de leur réseau d'avoir quand même du contenu qualitatif sans forcément connaître Photoshop. Photoshop, je le recommanderais plutôt à des marques qui sont très axées, qui ont un esthétisme vraiment particulier, ce genre de choses. Où là, effectivement, ça peut être intéressant de plutôt passer sur Photoshop, mais Canva, pour moi, fait amplement l'affaire. Ouais, on est assez d'accord là-dessus. Bon, une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, donc notre stratégie éditoriale, qu'on a adapté notre charte aux réseaux sociaux, l'étape d'après, ça va être ce qu'on appelle la planification éditoriale, donc de mettre en place sur un calendrier tes différentes publications. Comment ça se passe, comment tu le fais? Ça, pour le coup, c'est toujours dans ce truc de gain de temps. Effectivement, au début, faire ton calendrier, ça va te prendre beaucoup de temps. Ouais. Mais une fois qu'il est fait, en fait, tu as tous tes textes, tu as tous tes posts, tu sais quand est-ce que tu dois poster. Donc, finalement, gros gain de temps derrière. Tu as plein d'outils différents aujourd'hui qui existent pour faire ça. Tu peux faire un Excel, un Google Sheet si tu le souhaites. T'as un Notion, tu peux te faire un Notion, un Trello, enfin, ça a aussi tous ces outils-là. T'as aussi des outils, les outils de programmation aujourd'hui qui existent, qui te permettent de créer tes propres calendriers éditoriaux. Donc en vrai, tu peux faire plein de choses, t'as plein de manières de le faire. Faut trouver la méthode finalement qui te correspond le mieux et à laquelle finalement avec laquelle tu vas le plus vite, quoi. Mais c'est clair que c'est hyper important parce que une fois que ça c'est fait, justement comme on disait, t'as tous tes contenus qui sont faits, peu importe que ce soit les contenus du mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Au moins tu sais où tu vas et ta stratégie elle est claire. Et pareil, quand après derrière tu vas analyser, tu sais sur quoi tu t'es basé. Donc pour moi pareil, c'est hyper important de bien définir ça. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de reprendre les piliers de contenu qu'on disait tout à l'heure que tu définis en amont. De les reprendre, comme ça, tu les mets un petit peu dans ton calendrier. Tu commences par te dire, du coup, ce jour-là, il faudrait que je parle de... Ce serait plus un post sur quoi Et d'ailleurs, est-ce que tu as, toi, je sais pas, des bonnes pratiques en matière de nombre de publications par semaine, tu vois, t'as des avocats d'une publication par jour, d'autres qui vont dire que c'est 2 fois par semaine. Ouais, moi je suis assez mitigée sur la règle fixe de c'est quoi le secret, combien de posts il faut faire par semaine ou par mois. Je pense que la chose la plus importante pour moi en community management et sur les réseaux sociaux du coup, c'est la régularité. Et pas la régularité à se dire faut poster, être constant, enfin c'est plus être constant tu vois que être dans la quantité, tu vois. Plutôt être dans la qualité de la quantité et c'est pour ça que la régularité pour moi c'est hyper important parce que si tu te fixes faut que je poste 1 fois par jour, dans ce cas là faut que tu le fasses sur le long terme. Faut pas oublier qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est des algorithmes, donc c'est des robots et en fait ils vont mettre en avant ton contenu selon en fait ce que tu fais et du coup ils ont besoin de comprendre ce que tu essayes de faire. Donc si tu postes tous les jours et que tu le fais sur le long terme, ils vont comprendre, ils vont te mettre en avant, etc. Mais si tu te dis je vais poster tous les jours puis que tu le fais pendant 1 semaine puis qu'après t'as plus le temps, tu le fais que 1 fois dans la semaine puis après tu reprends, etc. L'algorithme il va rien comprendre et du coup il va pas réussir à bien te mettre en avant. Donc pour moi c'est plus de se définir à quel rythme t'es capable de poster, quel rythme tu es capable de tenir toi au niveau de ta charge de travail, etc. C'est totalement différent si tu as un community manager qui est dédié à cette tâche ou si tu es tout seul à gérer ton entreprise et à tout faire, tu vois. Donc, et puis aussi, il faut peut-être un peu
comment dire, dédramatiser cette question du rythme Ouais, de publication, dans clairement. le sens où ça a probablement un impact sur ton référencement, Mm, ta mise en avant et tout, mais c'est pas ça qui remplacera un bon contenu qui plaît aux gens, exactement. qui potentiellement peut devenir viral, peut être partagé et tout. C'est même assez secondaire. Enfin, Mm. on n'a pas accès évidemment comment dire, aux formules qui sont utilisées par les Non, oui. par les Ouais. réseaux sociaux, mais on se doute que, en tout cas, c'est pas ça qui fait vraiment la différence, quoi. C'est assez Non, secondaire. non, et puis il faut pas oublier que derrière, les gens qui consultent, c'est des humains. Et encore une fois, c'est vraiment la qualité qui va primer sur la quantité. Ouais, Si tu postes tous les jours, en vrai, c'est trop bien. Mais si tu postes du contenu un peu bullshit ou qu'on voit que c'est un peu vite fait, les gens vont pas vraiment, tu vois, tu vas avoir peu d'engagement. Donc finalement, en fait, le temps que tu vas passer pour si peu de résultats derrière, ça vaut pas forcément le coup. Vaut mieux un rythme un tout petit peu moins soutenu, mais que tu arrives à tenir et pour avoir finalement des meilleurs résultats. mm, Je pense que c'est, tu vois, moi je dirais clairement ce que je recommande, on va dire, s'il fallait définir une règle, ça serait 3 posts par semaine, si tu arrives à le tenir, si tu arrives à faire un petit peu de vidéos en plus aujourd'hui, ouais. quelques TikTok, quelques Reels. Je trouve que ça suffit sans forcément être présent vraiment tous les jours et poster tout le temps. Et il y a une question intéressante, c'est celle des produits ou des services saisonniers, Mm. où, tu vois, par exemple, enfin, je sais pas si on parle d'une station de ski, n'importe quoi, est-ce que ça vaut le coup de continuer à garder un rythme très régulier, tu vois, au mois d'août, par exemple, ou est-ce que tu peux un peu mettre en pause à ce moment-là Bah, alors moi, je déconseille toujours de mettre en pause totalement. Ouais, Parce qu'il n'y a rien de pire après derrière quand tu t'arrêtes un compte et que tu essayes de le reprendre en repostant. Après, pour que. C'est encore une fois, c'est le même problème avec ce truc d'algorithme. Il n'y a rien de pire pour qu'après, tu vois, tes stats qui baissent et que l'algorithme ait le temps qu'il comprenne qu'en fait, tu as fait une pause, que tu essayes de reposter. Souvent, tu as du mal en fait à reprendre et tu ouais. as vraiment une visibilité hyper faible. C'est que concrètement, t'es positionné très bas dans le feed de tes Exactement. abonnés, voire pas positionné du tout. Ouais, bah des fois t'apparais même pas parce que surtout, enfin, par exemple sur Instagram aujourd'hui, c'est pas parce que tu postes que t'apparais Ouais, automatiquement dans le feed. Alors maintenant ils ont mis en place le fait que tu puisses choisir si tu veux voir tous les contenus ou pas, mais très souvent c'est juste des recommandations qu'il fait et il te montre le meilleur entre guillemets, ce qui a le plus fonctionné. Donc ça, tu peux très bien passer aux oubliettes. Et moi ce que je conseille c'est d'avoir juste un rythme un peu moins soutenu parce qu'effectivement ça sert à rien de poster tous les jours si c'est clairement la saison où ouais. bah, enfin, toi-même dans ton activité c'est hyper faible, mais voilà, d'essayer de garder un petit peu un rythme beaucoup moins soutenu, mais quand même cette régularité, si c'est un post par semaine, bah, de se fixer un post par semaine et de le tenir dans le temps. Et du coup, toujours sur ce cas d'un business saisonnier, est-ce qu'éventuellement tu peux baisser un peu ton rythme, tu vois, tout en continuant? Par exemple, je reprends la station de ski, tu postes 3-4 fois Mm. par semaine en hiver, et puis pendant l'été, tu vas être à une seule fois par semaine, mais Ouais. tu vas le tenir, tu vois? Moi, pour moi, tant que c'est tenu, tant que le rythme est tenu, je trouve que ça pose aucun problème. Ok, Au ouais. contraire, c'est parfait. Et bah, si un propriétaire de station de ski nous regarde, C'est ça. c'est cadeau. Ok, il y avait une question qui était aussi assez intéressante, Mm. liée un peu au planning éditorial, c'est comment comment est-ce qu'on peut faire pour programmer des publications une fois qu'on a défini notre calendrier. Ouais. Nous, on utilise des outils pour ça Bah, font la aujourd'hui, planification. clairement, ouais, il y a plein d'outils. T'en as certains qui sont gratuits, souvent, c'est vite payant pour que ce soit assez intéressant. T'as Swillo, t'as Planoly, Hootsuite, enfin, t'as vraiment plein de choses aujourd'hui. T'as plein de tarifs différents aussi. Mais je trouve que les outils sont quand même assez bons. Enfin, j'en ai testé plusieurs pour le coup, Mm. ceux que j'ai cités déjà. Et tous ont leurs avantages, certains ont peut-être un peu d'inconvénients, mais je trouve qu'ils sont tous assez bons. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux eux-mêmes se mettent vraiment à faire ça. Ouais. T'as la suite, bon, ça fait très longtemps que ça existe, mais t'as la suite Meta, enfin, le Creator Studio de Facebook et Insta, où tu peux programmer du contenu. Ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux écoles sur. Il y a des gens qui adorent ça, d'autres qui le trouvent pas du tout bon l'outil. Moi, j'ai déjà eu des soucis où les posts n'étaient pas sortis, donc du coup, je suis un peu de l'école où j'aime pas trop, mais j'ai Ouais. déjà entendu des discours totalement différents, donc c'est un peu, faut tester et Chacun de se c'est faire son chacun avis, se faire son avis. là-dessus. Après, ce qui est hyper cool, c'est que là, depuis 2023,
Instagram s'est mis à la programmation, c'est-à-dire que directement depuis ton application Instagram, tu peux programmer, c'est-à-dire que quand tu fais ton post, tu peux définir qu'au lieu de le poster, quand tu cliques sur poster, tu peux cliquer sur programmer. Ouais. Dans ce cas-là, tu peux le programmer dans un mois sans aucun souci, tout est prêt, t'as ton texte, tes hashtags, etc. Et là, depuis 2 semaines, t'as LinkedIn qui a commencé à faire ça. Donc pareil, quand tu crées ton post LinkedIn, bah, tu peux le programmer si tu veux pas le poster tout de suite. Donc financièrement, ça peut être des choses qui sont intéressantes aussi pour des petites entreprises ou ce genre de choses. On a une question aussi qui est de savoir, en fait, pour quelqu'un qui serait dans le cas qu'on recommande pas, mais bon là parfois ça arrive d'avoir un compte un peu à l'arrêt, comment redémarrer. Bon, moi j'ai envie de dire, tu fais ce qu'on a dit et puis tant pis, quoi, hein. Tu te remets à poster régulièrement et puis en fait c'est pas idéal de rentrer dans cette phase d'arrêt. Mais bon, une fois que tu y es, faut y aller, quoi. Bah oui, après, ouais, clairement, faut pas oublier qu'on est des humains et la phase d'arrêt, elle peut arriver pour plein de raisons différentes. Et c'est pas impossible de regagner de la visibilité. Moi, je dirais, en gros, juste quand tu reprends, mon conseil, ça serait vraiment par contre, de reprendre à fond, d'essayer de poster à fond, d'être le plus visible possible, d'utiliser, selon la plateforme, si c'est Instagram, LinkedIn, etc., mais d'essayer d'utiliser tous les formats que la plateforme va te proposer. Donc sur Insta, ça veut dire vidéo, post, carrousel et les stories. Vraiment d'essayer de diversifier au maximum et d'utiliser le plus de formats possible. Et d'avoir un rythme assez soutenu pour être hyper présent et d'essayer au maximum de gagner en visibilité. Mais voilà, essayer de donner tout dès le début et puis après de continuer à tenir un rythme quand même assez régulier. Ok. Alors ensuite on enchaîne sur la création de contenu visuel. Ouais. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a donc une charte éditoriale, un calendrier, comment est-ce qu'on crée ces contenus visuels ? Et comment on fait pour ne jamais être en panne d'idées surtout ? Ouais. Pour le coup, tout ce qui est création visuelle, ça va vraiment dépendre déjà du choix de l'outil aussi de base, comme on disait, Photoshop, Photoshop, Canva, ce genre de choses. Selon ta charte, une fois que tu l'as définie, ta charte adaptée au réseau. Et la création, comme on disait, des templates. Donc une fois que tu as ça, pour moi, en termes de création visuelle, t'es bien. Après, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, c'était aussi de définir est-ce que c'est mon propre contenu, c'est-à-dire shooting photo. Est-ce que j'ai fait du shooting photo ? Est-ce que j'ai fait du shooting vidéo ? Et je réutilise ces contenus-là. Pour moi, c'est la meilleure option possible parce que c'est totalement adapté à ta marque et que personne n'aura ton contenu vu que c'est toi qui l'as créé ou que c'est un professionnel qui l'a créé pour toi. Après, aujourd'hui, tu as plein de banques d'images qui existent et quand ça prend du temps de faire des recherches pour trouver les bons contenus, mais quand tu arrives à trouver les contenus qui sont adaptés finalement un peu à ta marque, les banques d'images quand même sont assez aujourd'hui même les banques d'images gratuites Unsplash, Pexel aujourd'hui sont hyper qualitatives. Et encore une fois, c'est un peu ce même principe de, tu vois ce que je disais, reprendre les modèles Instagram, je déconseille. Reprendre peut-être la photo telle quelle, je déconseille aussi. L'idée, c'est de l'adapter un petit peu, d'essayer de faire de la création graphique derrière, ajouter du texte, ton logo, enfin voilà, d'essayer d'avoir un truc qui est beaucoup plus personnalisé pour qu'on voit moins que c'est un contenu finalement libre de droit, tu vois. Ouais, ça permet pas mal de faire l'illusion et peut-être en attendant le moment où ça y est, on pourra débloquer un budget pour faire de la création en interne. C'est pareil, tu vois, sur les réseaux sociaux, autant que là encore ce matin, moi je voyais dans le métro d'une affiche d'une très grande marque et moi j'ai clairement vu que la photo je l'ai déjà vue sur une banque d'images libre de droit, tu vois, et en soi ça pose aucun problème. Moi j'ai ma tête tout le temps dedans, donc je capte vite quand si c'est une photo que j'ai déjà croisée. Mais la plupart des gens ne le voient pas forcément. Personne est à la tête tout le temps dans une banque d'images, quoi. Donc ça fait largement l'affaire quand tu l'adaptes à ta marque. C'est largement suffisant. Clairement. On enchaîne avec ensuite tout ce qui est copywriting, rédaction de publications et hashtags. Juste un petit rappel, les amis, si vous voulez qu'on jette un œil à la fin à vos comptes de réseaux sociaux, qu'on décortique un petit peu et puis qu'on fasse des recommandations. On pourra pas le faire pour tout le monde, mais quelques-uns. Envoyez-nous un message sur le compte Instagram de Oscar Black. Voilà, Oscar Black, vous savez comment l'écrire.
Et envoyez-nous un message avec votre compte ou en mettant l'adresse de votre compte et puis on ira voir ça à la fin. Donc le copywriting, ça va être donc la rédaction du texte. Là, si on regarde un peu l'exemple d'Insta, finalement, il n'y a pas grand-chose, mais ça va concerner les légendes des publications, éventuellement les hashtags. Et puis ouais, pour des reels ou des TikTok, il y aura peut-être aussi des textes directement dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le copywriting, c'est quand même une science, mais toutes les infos sont sur Google aujourd'hui, donc c'est très simple de trouver des tips copywriting. L'idée pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une accroche hyper impactante, en tout cas de trouver quelque chose qui va être hyper impactant, que ce soit dans, par exemple, ton post Insta, la première phrase de ta description, ou comme tu disais, dans un TikTok par exemple. Où ça va être directement sur la vidéo qu'on va mettre un titre pareil qui va un peu attirer l'attention. Donc ça, c'est hyper important de bien choisir les mots, de faire des phrases courtes, de prendre un petit peu de temps à se poser sur psychologiquement qu'est-ce que mon client idéal justement mon persona sur quoi il va s'arrêter en fait. Donc ça, il y a cette phase-là un petit peu d'accroche au début. Évidemment, le contenu, ton texte dans ta description, faut pas qu'il soit trop long, faut que tu ajoutes quelques emojis, donc pas non plus 15 000 parce que sinon c'est pas top. Mais quelques emojis, ça aide à la lecture, à la compréhension, parce que les gens sont de plus en plus de toute façon flemmards, on a de plus en plus la flemme de lire malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des petites touches comme ça à ajouter. Et les hashtags du coup, est-ce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'on en met 3 ou 12 000 il y a peut-être un entre deux ou pas du tout même. C'est vrai qu'il y a eu un peu ces dernières années, surtout l'année dernière, où tout le monde se demandait est-ce que finalement c'était efficace, est-ce que ça servait à quelque chose de mettre des hashtags. Moi j'ai envie de dire que les hashtags ils sont là, ils existent. C'est effectivement pas ça qui va amener énormément de visibilité, qui va te ramener 15 000 abonnés, ça c'est sûr et certain. En revanche ils sont là, ils ont le mérite d'exister. Les réseaux sociaux fonctionnent de plus en plus, que ce soit Instagram, TikTok, sous forme de moteur de recherche, donc de mots-clés. Et donc les hashtags sur ça, tu vas sur Instagram, tu peux rechercher un mot, tu vas avoir toute la liste de hashtags. Donc si tu recherches un mot spécifique, tu peux très bien remonter dans une page de recherche où tu as plein de posts différents, dont le tien, parce que ce sera tous les posts qui auront ce hashtag-là, et tu as des gens qui vont te trouver comme ça. Donc moi, je trouve que par rapport au temps que ça te prend de mettre des hashtags, c'est quand même hyper important d'en avoir. Ça te coûte rien d'en mettre, tu vois, ça te prend 2 minutes à tout casser, plutôt que de pas le faire du tout. Après, en termes de quantité, je pense qu'il faut tester. Il faut tester ce qu'il y a de mieux pour soi. Il me semble que sur Instagram, tu peux en mettre maximum 30. Il y a eu des fois où on disait qu'il fallait en mettre 5, des fois où on disait qu'il fallait en mettre 12, 15, des fois où on disait qu'il fallait mettre le max. Le mieux, c'est de tester. Tu testes sur plusieurs semaines, tu changes après, et dans tes statistiques, tu regardes ce qui a le mieux fonctionné. Parce que tu peux voir les hashtags qui ont bien fonctionné, ce genre de choses. Et tu testes, en fait. Tu testes et tu regardes ce qui est le plus adapté pour toi. Ok. Test and learn, donc. Exactement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok. On enchaîne un petit peu. On arrive quasiment à la fin un peu de la partie un peu théorique sur la méthode. Yes. Tout ce qui est modération. Alors c'est assez intéressant, c'est une fois que tu as posté tes contenus avec tout ce qu'on s'est dit jusque-là, ça s'arrête pas là. Et tu as des interactions à avoir avec ta communauté, et c'est ce qui fait aussi vraiment que ton compte va monter, quoi. C'est vrai que c'est un peu la phase ce qui est caché, tu vois. On n'y pense pas souvent, on a l'impression qu'une fois, comme tu dis, on a posté, c'est bon, on a fait le job. Et en réalité, les réseaux sociaux, c'est quand même on est vraiment dans le social, quoi. C'est l'idée de base, c'est l'interaction, c'est d'être en contact, etc. Donc ça s'arrête pas là. Pour moi, il faut vraiment se poser. Alors effectivement, pas passer 3 heures dessus, mais se dire se poser un petit peu tous les jours. Si c'est 5 minutes, c'est très bien. Si c'est 10 minutes, c'est bien. Mais de répondre au moins à ses commentaires, ça c'est hyper important. Répondre à ses messages, ça c'est juste la base en fait. C'est même de la politesse, je dirais. Ouais, c'est clair. Et ça, en plus, c'est un truc que franchement, c'est pas compliqué. Enfin, à moins de... Peut-être que le community manager de Nike nous regarde et on le salue. Et donc lui, ça va pas marcher comme ça. Mais pour quand même beaucoup de personnes,
il suffit de se bloquer un créneau de 10 à les max 30 minutes par jour. Ouais. Tu prends tous les commentaires un par un, tous les messages un par un. Terminé, tu as fait un peu ton devoir d'état. Et après, tu peux te consacrer à l'autre partie de la modération qui là est un peu plus subtile. Ouais, c'est ça. Moi, c'est du coup d'aller interagir avec d'autres comptes, quoi. Exactement. Moi, c'est ce que j'appelle la routine d'engagement. Et c'est effectivement au-delà de toi, ce que tu as sur ton compte, tes commentaires, tes likes, etc. C'est d'aller sur d'autres comptes qui sont un peu similaires, donc pas forcément des comptes de concurrents par exemple, mais d'essayer de trouver des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton produit, ton service, et d'aller interagir un petit peu avec eux. Le mieux, c'est d'essayer de vraiment regarder un peu leur contenu, de poser une question qui est vraiment sincère ou qui correspond vraiment à ce qu'il y a écrit dans son post, et d'essayer d'avoir de l'interaction comme ça. Si tu as une réponse, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais d'essayer de créer cette interaction-là, je trouve que c'est ce qui est aussi sympa sur les réseaux sociaux, ouais. C'est le but. Et encore une fois, de se fixer, de se dire, je prends 10 minutes pour le faire. Et en fait, ça va te permettre de gagner en visibilité, parce que ça va être des personnes qui seront peut-être pas forcément tombées sur ton compte, mais qui pourraient être intéressées par ce que tu fais. Et du coup, ça peut te permettre de gagner en visibilité assez facilement, je trouve. Donc, c'est intéressant de le faire. Ouais, c'est clair. Pour le coup, moi, c'est un truc que je trouve vraiment capital et qui est, et on n'en parle pas assez, mais les amis, vraiment, c'est super important. Tout ce qu'on a dit avant sur la charte graphique, la stratégie éditoriale, la planification, en fait, c'est la base. Sans ça, c'est mort, quoi. Sans ça, on ne peut pas parler. Donc, il faut le faire. Mais une fois que vous l'avez fait, ce truc dont Élise vient de parler, d'aller avoir cette routine d'engagement, d'aller discuter avec d'autres comptes dans votre thématique, ou pas d'ailleurs, d'aller établir des liens et de vous créer toute une communauté d'amis. C'est un peu comme si vous emménagez dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier. Vous avez deux possibilités: soit vous êtes cloîtré dans votre maison, derrière votre télé, et vous connaissez personne dans le quartier, soit vous sortez et puis vous allez acheter votre pain et puis vous allez acheter vos légumes, vos fleurs et tout, et puis petit à petit vous allez avoir une vie de quartier, vous allez connaître tout le monde dans le quartier, et puis un beau jour vous serez élu maire du village. En fait, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Et ça, moi je pense vraiment que c'est derrière le succès d'un certain nombre de comptes. T'as cette stratégie qui se cache, en fait, qui est faite de manière plus ou moins automatisée d'ailleurs, mais c'est hyper important, parce que tu peux pas juste attendre que ton compte monte comme ça, quoi. Faut un peu provoquer le truc. Ouais, exactement, faut provoquer le truc. Désolé, je m'enflamme un peu, mais... En vrai, l'exemple, il est super bon, je trouve. C'est exactement ça, en fait. C'est que... Et c'est ce qu'on disait par rapport au benchmark tout à l'heure, à la concurrence. T'as de fortes chances que ton concurrent, il fasse pas ça, en fait. Donc, t'as toutes les chances, finalement, en le faisant, de toi gagner énormément de visibilité grâce à ça, et de faire la différence grâce à ça, parce qu'il y a peu de gens qui le font. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, la vision que t'as, et en vrai, c'est exactement ça. Et ça va te permettre de te démarquer. Donc, en vrai, autant le faire, comme on dit, c'est peut-être 10 minutes par jour. Mais ça va tellement te rapporter derrière que... Ouais, c'est... Vraiment, ça les amis, c'est the conseil de notre webinaire là. Exactement. Je dis pas que vous pouvez partir, mais vraiment celui-ci, on y croit énormément et il est très solide. Ouais, on passe un petit peu, on avait un dernier point un peu théorique avant de passer à la pratique, c'est l'analyse des KPI. En gros, nous, on a identifié deux choses qui sont le nombre d'abonnés, c'est un peu bête mais quand même ça compte, et le taux d'engagement. Alors, en vrai, il y a plein de choses à analyser dans les statistiques. Le nombre d'abonnés, le seul rappel qu'il faut quand même faire, c'est qu'il ne faut pas se fixer à ça. Ouais. C'est bien sûr qu'il faut être dans une optique de progression par rapport à ce nombre-là. En revanche, pour moi, c'est encore une fois qualité supérieure à quantité. Vaut mieux avoir peu d'abonnés, mais des abonnés hyper quali qui peuvent être des potentiels clients, par exemple, que plein d'abonnés, mais des abonnés fantômes, parce que déjà, ça va fausser tes stats. Tu vas avoir des stats, vu que personne ne va regarder ton contenu, tu vas avoir des stats hyper négatifs. Et surtout, ça va pas... En fait, ça va te rapporter juste un nombre d'abonnés, mais ça va rien te rapporter finalement derrière. Pareil, au niveau de ton engagement, tu vas quasiment rien avoir. Enfin, il va être super bas. Donc voilà. Après, bien sûr qu'il faut être dans cette stratégie d'augmenter, mais augmenter plutôt pour trouver des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais. Et effectivement, après, tu as tout ce qui va être engagement, la visibilité. Tu as énormément de choses à analyser. Tu as plein d'outils qui existent aujourd'hui pour ça, déjà dans les outils de programmation. Mais pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est tout simplement d'analyser ce que les réseaux sociaux eux-mêmes te donnent. Sur Instagram, tu les as. Sur TikTok, tu les as. Enfin,
tu t'analyses tes stats et c'est hyper important par contre pour moi de bien le faire, de se dire au moins de le faire une fois par mois. Il n'y a peut-être pas besoin de le faire non plus toutes les semaines, à moins que tu postes vraiment tous les jours, ça peut peut-être être intéressant, mais au moins de se fixer une fois par mois, d'analyser. Et pour moi, ce qui est important, c'est de regarder ce qui va. Et dans ce cas-là, ce qui va par rapport à la stratégie, on se dit, bah ok, ça, c'est que ça fonctionne, bah je continue tout simplement dans ça vu que ça fonctionne. Et quand tu as des stats un petit peu basses, tu regardes ce qui est bas, tu essayes de comprendre pourquoi c'est bas, et dans ce cas-là, bah, tu trouves des solutions, tu essayes de trouver peut-être une nouvelle stratégie qui sera dédiée à cette petite chose-là qui est négative, et tu testes. Encore une fois, c'est vraiment regarder ses stats, ce qui fonctionne pas, revoir la stratégie, et l'idée, c'est vraiment d'avoir la meilleure stratégie à la fin. Mais il n'y a aucun problème aujourd'hui à changer de stratégie sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout un problème sur ça. C'est clair, d'ailleurs on va y venir après aussi avec nos exemples. Et là, ce qui est intéressant, je pense, sur les statistiques que tu disais à l'instant, c'est que ça peut paraître paradoxal parce que les réseaux sociaux et le community management, pour peut-être beaucoup de personnes, c'est une fonction qui n'est pas forcément essentielle pour une entreprise. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'exemples, et nous on en est témoins en fait, où les réseaux sociaux ont vraiment permis à des activités de décoller. Et donc, on pense que cette logique de suivi des KPI, il faut l'avoir d'une manière aussi rigoureuse que le suivi des états financiers, par exemple, de l'entreprise. Et en fait, si on se contraint un peu à cette discipline-là, d'avoir une régularité, donc tu vois, ça peut être toutes les semaines ou tous les mois, et quelques KPI qu'on suit vraiment de près, bah, on peut faire ce que tu disais et en fait piloter vraiment la stratégie à partir de ça, quoi. Et c'est assez important, c'est ce qui fait qu'on sort un peu de la gestion anarchique dont on parlait en intro, et qu'on rentre vraiment dans un truc stratégique pensé avec des objectifs et qui sont mesurables, quoi. Exactement. Bah, en fait, c'est bien de mettre en place une stratégie comme on s'est dit, mais si derrière on n'analyse pas, en fait, ça n'a pas... Si tu sais pas si tu es sur la bonne voie ou pas, tu vas continuer et tu vas faire un travail peut-être monstre pour pas grand-chose. Mais alors que si ça fonctionne pas, bah, en fait, limite, vaudrait mieux que tu arrêtes, quoi. Bon, donc, hyper important vraiment de regarder les statistiques, de prendre un petit peu de temps pour ça. Aucun souci de réajuster la stratégie après, franchement, pas de problème. On va passer à la partie un peu plus pratique maintenant avec des exemples et puis surtout avec vos comptes. Donc petit rappel, si vous voulez qu'on jette un œil à vos comptes, envoyez-nous un inbox sur le compte Instagram Oscar Black, en indiquant le compte que vous voulez qu'on regarde. Alors je vois qu'on a déjà reçu pas mal de demandes. on n'aura peut-être pas le temps de voir tout le monde, mais on va faire au mieux. Donc voilà, envoyez-nous si ça vous intéresse. Et autre sujet aussi dont on voulait vous parler, c'est que on a lancé il y a quelques mois quelque chose qui s'appelle le colis. C'est en fait une newsletter qu'on envoie une fois par mois avec une thématique qui est complètement approfondie. Donc il y a potentiellement un épisode sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres sur d'autres sujets, sur l'éco-conception, sur la création graphique, sur l'intelligence artificielle. Donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, vous pouvez vous abonner à ce colis. Ça se trouve sur notre site internet, vous verrez, il y a un onglet le colis. N'hésitez pas, c'est quali. On va parler un petit peu des exemples qu'on avait identifiés. Il y en a plusieurs. On va essayer de passer un peu vite pour avoir le temps après pour regarder vos comptes. Le premier dont je voulais vous parler, c'est une marque pour laquelle on travaille depuis 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, qui est une marque de produits cosmétiques qui est assez jeune en fait. Alors je ne sais pas combien de temps exactement d'existence. C'est jeune, bon, je crois que c'est 7 ans. 7 ans, non, il y a quand même un peu d'historique. Ouais. Sur Insta, je crois que c'est 15 000 followers, un truc comme ça. Ouais, 16 000. 16 000, à 16. Ça monte petit à petit. Et donc nous, on les a rencontrés il y a quelques mois parce que ils cherchaient en fait, quelqu'un et une équipe pour gérer leurs réseaux sociaux avec toute la méthode qu'on a un peu partagée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut raconter un peu sur cet exemple ? Alors eux, on a eu une stratégie qui était... parce que eux, c'est de la vente du coup effectivement de cosmétiques, donc de la vente de produits concrètement. Ce qui est assez intéressant, c'est que leurs produits, parce que des produits cosmétiques, il y en a plein, la beauté, sur Instagram, il y en a plein. Ouais, c'est donc hyper l'idée, c'est vraiment de se différencier. Et nous, en termes de stratégie, ce qu'on a voulu faire pour eux, c'est de leur proposer du contenu un peu preuve. C'est-à-dire de la preuve vraiment client, du témoignage client. Et donc ce qu'on a fait pour ça, parce que c'était aussi un désir de leur part en fait d'avoir vraiment, au-delà de leur shooting photo, etc., d'avoir vraiment des personnes qui
testent en direct les cosmétiques, ce genre de choses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a proposé de l'UGC. Donc l'objectif de l'UGC, c'est tout simplement d'avoir du contenu de personnes, de consommateurs qui testent le produit en vidéo. Et donc en général, ce qui se fait, c'est que tu t'envoies un produit, toi, en tant que marque, au consommateur. Et ce consommateur-là, en échange des produits qu'il va recevoir gratuitement, il va te faire une vidéo. Donc évidemment, les consommateurs, on les sélectionne avec précision. Ouais. En fait, on va vraiment prendre des personnes qui connaissent les réseaux sociaux, qui connaissent les codes, qui ont déjà fait des TikTok, qui ont déjà fait des Reels, qui savent monter, ce genre de choses. C'est quand même pas des profils, c'est pas monsieur et madame tout le monde non plus. Ouais. Et ça, du coup, tu les trouves genre avec des plateformes spécialisées Ouais, ou des exactement. Comme ça. Nous, on travaille avec des plateformes spécialisées aujourd'hui pour justement trouver ces candidats-là. Donc c'est pas vraiment de l'influence, parce que l'influence souvent c'est un gros budget. Ouais. Et c'est ça aussi qui était intéressant pour cette marque là. C'était justement qu'en échange finalement juste de dotation de produits, elles récupèrent de la vidéo qu'elles peuvent utiliser sur leurs réseaux sociaux. Ce qui est cool, c'est qu'elles peuvent aussi utiliser ces vidéos-là sur leur site si elles souhaitent, même si elles veulent faire de l'ADS par exemple. Nous, on pourrait très bien les réutiliser pour les publicités. Et en échange, juste, tu vois, d'envoyer des produits. Donc pour une marque, c'est vraiment pas cher en fait. C'est pas mal. Tu reçois un contenu vidéo qui est une preuve consommateur, parce que la personne teste vraiment le produit. Et en échange, toi, t'as juste donné des produits, quoi. Donc c'est quelque chose qui monte beaucoup. Ça fait quelques années finalement que ça existe. Ça fait peut-être 2-3 ans, mais j'ai l'impression que là, depuis cette année, on en entend énormément parler. Et les gens commencent aussi à connaître, autre que dans le marketing. Et c'est une bonne stratégie, en tout cas. Là, typiquement sur du produit, je pense que ça peut fonctionner aussi sur du service. Ouais. Mais là, typiquement sur les produits que la marque vend, c'était hyper intéressant de le faire. En plus, pour des produits qui sont hyper visuels, c'est cool. Mais c'est vrai que ça, l'UGC, c'est une tendance en ce moment qu'on voit beaucoup. Et nous, on le voit aussi en gérant des campagnes d'ads, ça marche super bien. D'ailleurs, petit spoil, on a décidé de faire notre prochain webinaire sur ce sujet. Donc, on rentrera peut-être moins dans le détail là. Mais là, du coup, super stratégie. Puis en plus, intéressante pour un budget un peu limité comme celui-ci, où en fait, l'investissement financier, c'est tes produits. Ouais. Mais en fait, à côté de ça, t'as pas de virement, t'as pas de cachet en plus comme pour un influenceur, quoi. Non, exactement. Et puis là, elles étaient aussi vraiment dans une stratégie elles voulaient vraiment se différencier de la concurrence. Donc ça, clairement, c'était vraiment le contenu top pour ça. Et avoir le maximum de contenu preuve client. Je sais qu'elles le réutilisent aujourd'hui sur leur site internet. Ouais. Donc ça, c'est cool, parce que nous, à la base, on leur a fait juste pour les réseaux sociaux, mais elles l'utilisent pour leur site, donc c'est bénéf pour tout le monde, quoi. C'est du contenu qui est bien réemployé comme il faut. C'est ça. Deuxième exemple dont on voulait parler, parce que le premier donc, était très B2C forcément. Le deuxième, en fait, c'est nous, c'est Oscar Black, donc B2B. C'est ça. Et pourquoi on voulait en parler ? Pour une raison assez simple, c'est quand on a commencé avec Élise à se poser un peu la question de ce qu'on voulait raconter aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre compte Insta à nous, il n'était pas hyper développé, et qu'on était un peu le fameux cordonnier mal chaussé. Et donc on s'est dit finalement ça tombe bien qu'on ait ce webinaire et cette occasion un peu d'aborder le sujet, parce qu'on va pouvoir s'appliquer à nous-mêmes finalement la méthode dont on vous parle. Ouais. Et donc on s'est posé, on a fait tout ce qu'on a évoqué, donc réflexion sur le persona, benchmark, adaptation de la charte graphique, publication éditoriale. Et on a fait ça, c'était quoi, il y a un mois, un truc comme ça. Et alors la question, c'est qu'est-ce qu'on a retenu comme positionnement ? Pour le coup, en plus on s'est vraiment là, on a été sur un rythme très soutenu. Ouais. mais pour le coup, je sais que j'en reparlais tout à l'heure avec les filles, mais en termes de statistiques, on a vraiment vu, tu vois, l'engagement bien bouger en l'espace de, c'était même pas un mois, au final c'était 3 semaines. Beaucoup plus d'enregistrements. Alors pour le coup, nous on a du coup opté de se placer comme expert, donc on a partagé beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée.
Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus d'enregistrements. On a aussi analysé, tu vois, parce qu'on a donné forcément beaucoup de contenu gratuit, ce genre de choses. Ouais. Et on a eu beaucoup de clics sur les liens. Donc c'est un peu les deux choses qu'on a retenues pour le moment. C'est vrai qu'en 3 semaines, c'est encore un peu compliqué, tu vois, de bien définir le retour sur investissement. Bon, l'investissement, il est juste, on va dire, physique, parce qu'on a posté beaucoup. Mais Après, du coup, on voit quand même déjà une bonne différence et en vrai, c'est hyper intéressant de le faire. Et je trouve que c'est cool ce qu'on fait parce que, enfin, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais l'idée c'est on prend nos comptes, nos réseaux sociaux comme des tests en fait. Et nous, ça nous permet en fait d'avoir les meilleures stratégies derrière pour les clients. Parce qu'on a déjà testé, donc on sait ce que ça pourrait donner. C'est un peu notre bac à sable. Ouais, c'est un peu ça. Et là, la stratégie intéressante, en fait, ce qu'on s'est dit, nous, c'est que on avait plein de positionnements possibles, mais on a opté, en fait, pour le compte expert dans la matière. Et donc, on s'est dit, on veut faire un compte qui soit un peu un magazine de marketing, ou un peu à mi-chemin entre un magazine et un compte peut-être presque de formation, quoi, qui partage des tips. Et donc, on s'est mis à publier pas mal de choses qui sont liées à ça. Donc, c'est soit du contenu d'expertise qui va expliquer des concepts ou comment faire telle ou telle manipulation. On a partagé aussi des ressources premium, donc ça peut être des tutos, ça peut être des guides sur plein de sujets qui sont liés au marketing, à la communication, aux réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on se dit, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça, c'est que en partageant toutes ces choses-là, on va attirer sur notre compte plein de personnes, comme potentiellement vous qui nous regardez, qui sont intéressées par ces thématiques. Et comme ces personnes, potentiellement on peut travailler pour eux, c'est intéressant de les attirer sur notre compte. Et donc c'est pour ça qu'on partage tout ça comme ça. Vous doutez bien que si on fait tout ça, c'est pas uniquement pour le plaisir de partager, même si c'est très agréable de le faire. C'est aussi parce que en vous montrant qu'on sait de quoi on parle, vous aurez envie potentiellement de travailler avec nous. Et c'est pas une obligation. Et on sait d'ailleurs que sur 100 personnes qui consomment nos contenus, il y en a peut-être une ou deux qui deviendront clientes. Mais en fait, ça nous va. Et on est tout à fait content et à l'aise avec ça. Et ça nous va que les 98 autres ne deviennent pas nos clients parce que en fait, on n'en a pas forcément besoin, quoi. Et ça marche comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça. Et on croit pas mal dans cette stratégie. Alors rendez-vous dans 6 mois pour voir si elle nous a permis complètement d'exploser sur Insta ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, au bout de quelques semaines, c'est assez engageant. Et c'est quelque chose que vous pouvez reprendre dans plein de thématiques B2B ou B2C d'ailleurs, hein, ce côté un peu expert formation. Clairement. C'est un créneau qui est très bon à exploiter et transposable à plein d'autres activités. Ouais, exactement. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, ça fait plaisir. Et on avait, nous, un troisième compte dont on voulait parler. Ouais. On va passer un peu vite dessus pour aller sur vos comptes après. C'est une activité de service aux particuliers. Bon, c'est quelqu'un qui aide les gens à organiser leur maison. En gros, on peut le dire comme ça. Alors là, du coup, c'est pas vraiment différent parce que c'est une personne, par contre, c'est pas une marque. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu différent. Donc, on va dire que c'est un solopreneur, en l'occurrence une solopreneuse. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Si, on peut le dire. Mais qui a vraiment créé son business. Donc, elle, à la base, elle fait du home organizing. Donc l'idée du home organizing, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'aider les personnes à ranger chez eux, de trier, d'organiser, de jeter, enfin voilà, d'organiser la maison tout simplement. Et donc elle a monté son business basé sur ça. Donc à la base elle faisait du coaching où elle allait chez les gens et elle rangeait chez les gens, elle les aidait à ranger, voilà. Et aujourd'hui en fait elle a vraiment créé un business hyper structuré, hyper fort. Où elle ne fait plus ça, elle fait plus du coaching en direct. En revanche, elle fait de la formation justement pour former des personnes pour qu'elles fassent du coaching justement pour elle. Okay. Donc c'est quand même, elle a développé un super truc grâce aux réseaux sociaux. Et donc nous, on s'occupe de ses réseaux sociaux et comme on est entre la marque, vu qu'elle a quand même vraiment un business hyper structuré, elle fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est aussi son identité parce que ses réseaux sociaux, ils sont à son image, c'est elle qui parle, etc. etc. Et elle voulait, en fait, ce dont elle avait besoin, c'est d'avoir encore plus de visibilité.
et d'avoir une très forte présence sur les réseaux sociaux. Donc c'était un gros rythme, enfin c'est d'ailleurs un gros rythme de publication. Un gros rythme, c'est quoi comme fréquence? Quasiment tous les jours. Ok, ouais. Quasiment tous les jours. Et au-delà de ça, c'est aussi d'être présent sur beaucoup de plateformes. Donc là, aujourd'hui, on est sur Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Pinterest et Google My Business. Donc, Google My Business, donc c'est l'espèce de photos que tu vois sur Google en dessous des ouais. fiches entreprises. En fait, c'est quand tu fais ta recherche, tu tapes une entreprise sur Google, tu vas Ouais. tomber souvent sur la fiche d'établissement. Mm. Et en fait, quand tu regardes ou quand tu as une entreprise ou quelqu'un qui a vraiment bien développé sa fiche d'établissement, tu peux ajouter des actualités. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on publie de temps en temps des posts sur cette fiche, histoire de mettre à jour la fiche. Et donc ça se met en bas, mais c'est toujours de l'actualité. Ça permet Ouais. aux gens, avant même d'arriver sur ton site, ils voient déjà un petit peu ce que tu fais, quelles sont tes dernières actus, ton dernier service, enfin, ce genre de choses. Donc c'est aussi intéressant, tu vois, Ouais, clairement. de l'alimenter. Et là, donc le fait de mobiliser tout ce panel hyper vaste Mm. finalement de réseaux avec toujours un format vidéo courte, c'est un peu une stratégie qu'on pourrait qualifier peut-être d'invasion, enfin plutôt d'occupation du terrain. Ouais, Et là, le but, c'est de montrer que t'es là, quoi, que ta marque est exactement. déployée et que t'es partout. Exactement. Et du coup, donc c'est clairement ce qu'elle voulait, tu vois, c'était d'être hyper présente, etc. Et la stratégie qu'on a adoptée pour elle, c'était tout simplement de la duplication de contenu. Aujourd'hui, tu as plein de formats différents sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques années, tu avais des formats qui étaient adaptés que à un seul réseau social à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La plupart, par exemple, le post carré sur Instagram, où maintenant il est un petit peu plus allongé, mais ce format-là, tu peux le mettre quasiment sur tous les réseaux sociaux. Et par exemple, la vidéo TikTok, le format vidéo, tu peux l'utiliser quasiment sur toutes les plateformes. Sur Insta, avec Ouais. les Reels, sur Facebook, pareil. T'as YouTube Short aujourd'hui. Et ça, c'est pas mal aussi à développer. Il faut aussi y penser parce que c'est hyper intéressant. Pinterest, maintenant LinkedIn aussi, tu peux poster de la vidéo. Ouais. Et en fait, la stratégie qu'on a adoptée, c'est de créer du contenu et un seul contenu qu'on peut dupliquer finalement sur plein de plateformes différentes. Et ça lui permet en fait d'être présente sur toutes les plateformes juste en créant un seul contenu. Donc c'est nous qui créons effectivement ce contenu-là, mais ça nous permet de poster tous les jours et d'avoir un seul et même contenu et pas d'avoir, tu vois, 7 contenus Ouais. différents à poster Ah ouais, tous les clairement, jours. Donc financièrement beaucoup pour plus elle, c'était efficace, aussi ouais. beaucoup plus intéressant, tu vois, de faire comme ça. Et encore une fois, c'est une stratégie à tester. Moi, j'invite tout le monde, surtout si tu vois, si, comme on disait, le rythme de publication de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le rythme idéal et je Ouais. disais, le rythme idéal, c'est celui que tu peux avoir selon ta charge de travail. Mais c'est vrai que Typiquement, cette stratégie de duplication te permet ouais. d'avoir un rythme idéal plus élevé à charge de travail Ouais. constante, quoi. Et c'est pas mal à tester parce que tu peux très bien dire, en fait, je vais peut-être je fais des TikTok, je vais tenter de me mettre sur YouTube Short, je vais juste les dupliquer et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, si tu vois que ça prend bien sur YouTube Short, tu peux peut-être te dire, il y a peut-être quelque chose, j'ai peut-être une carte à jouer sur vraiment cette plateforme et peut-être aller plus loin. Donc c'est bien, tu vois, je trouve, de commencer comme ça, après d'analyser, voir si ça fonctionne. Ouais. Et si tu vois que ça fonctionne, tu peux vraiment te poser la question de dire, est-ce que je ferais pas une stratégie totalement dédiée à cette plateforme-là ? Enfin voilà, je trouve que c'est assez intéressant, surtout pour les personnes qui veulent être présentes sur beaucoup de contenu et beaucoup de plateformes, quoi. Ouais, clairement. Non, c'est une stratégie intéressante et là aussi, n'hésitez pas à la tester. Ouais, clairement. On valide. Bon, on va regarder un petit peu les comptes qu'on a reçus. Bon, déjà, il y en a beaucoup. Donc, merci les amis de votre confiance. On va en choisir quelques-uns. On ne pourra pas tout prendre. Maintenant, pas de frustration si on ne peut pas passer sur votre compte et que vous voulez vraiment avoir notre avis. On peut en reparler après. Ça ne vous engage à rien du tout. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Bon, Élise, écoute, on doit en choisir là. Là, on est au pied du mur. Dis-moi. Allez, au hasard, j'en prends un, je te montre. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Tiens, je te montre celui-ci. Ok. Alors, c'est de la photographie et de la vidéo, donc c'est pour réserver des séances photo. Donc c'est une plateforme en fait, si je comprends bien, qui regroupe plein de photographes en France.
et qui sont spécialisés sur du shooting plutôt couple, bébé et mariage. Yes. Donc ce qui est cool en vrai, c'est que au final, tu vois, là je l'ai compris juste en lisant la biographie. Donc ça veut dire que c'est plutôt carré. Exactement. Donc ça déjà, on comprend pas mal ce qui est fait, c'est vraiment bien. On a le lien vers le site, donc ça, c'est parfait. Je vois qu'il n'y a pas de story à la une par contre, et c'est vrai que moi je trouve que c'est hyper cool les stories à la une parce que ça te permet de catégoriser du contenu que tu as déjà publié. Ouais. Et tu vois, tu peux très bien faire une story à la une où tu mets tes services. Là, ils pourraient faire une story à la une où ils mettent leurs tarifs par exemple. Donc je sais pas si c'est quelque chose sur lequel ils veulent communiquer, mais mettre les tarifs comme ça permet aussi ça filtre aussi de faire ça. C'est un parti pris. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas forcément communiquer sur leurs tarifs tant qu'ils n'ont pas le lead, ce genre de choses, mais tu peux très bien mettre tes tarifs, et si c'est par exemple tu as une cible où c'est des tarifs qui sont assez élevés, ce genre de choses, ça permet de filtrer. Comme ça t'as pas 15 000 leads de personnes qui ont pas beaucoup de budget alors que toi on est sur des gros budgets, tu vois. Donc rajouter des stories à la une sur les services, montrer peut-être comme c'est du shooting, tu vois, peut-être la mise en place, un peu les backstage des mises en place des shootings. Voilà, je pense qu'il y a plein de petites idées de stories à la une qui pourraient être faites. Pas oublier du coup dans les stories de mettre le fameux stickers lien qui amène vers le site, évidemment, parce que c'est un peu l'objectif. Ouais, clairement. Faut vraiment le voir comme une page d'un site qui permet de driver du contenu. Enfin, pas du contenu, pardon, du trafic. Ouais, je vais juste... Je regarde en même temps les reels et tout. Mais non, très bien. Après, de toute façon, c'est du contenu. Enfin, en termes de contenu, c'est de la photographie de professionnels. Donc, sur les photos, c'est hyper quali. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus de format carrousel. Ouais. Parce que forcément en shooting souvent tu as plusieurs photos, donc ça peut être cool de faire ce format là carrousel, parce que je vois qu'il y a certaines publications qui ont été postées 3 fois, c'est pas forcément la même mais c'est le même shooting, et ça peut-être qu'on pourrait faire directement un carrousel où on voit les différentes photos, ça peut être assez intéressant. Et peut-être intégrer, parce qu'il y a certains posts avec du texte, mais peut-être intégrer un peu plus, parce que je vois que voilà, le logo il est tout noir. Je pense qu'on pourrait essayer d'intégrer un tout petit peu plus de charte graphique, tu vois, c'est ce qu'on disait. Ouais. Typiquement sur les vignettes des stories à la une, essayer d'ajouter une petite charte, que ce soit encore plus reconnaissable par rapport à la charte de la plateforme. Donc voilà pour ça. Je peux jeter un petit œil aussi. Ouais, vas-y. Je t'ai lancé là. Moi, je suis moins expert que toi, mais j'ai quand même peut-être quelques idées. Ouais, moi je dirais, alors c'est vrai que c'est intéressant le fait que ce soit un compte lié à de la photo, c'est que toutes les photos sont quali. Ouais. Mais il y a que des photos dans le feed. Ouais. Et je sais pas si vous voyez. et donc un truc qui peut être intéressant, peut-être, bon, c'est mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut, ce serait de rajouter d'autres publications de temps en temps qui vont peut-être montrer d'autres choses, comme un peu l'envers du décor d'un shooting où tu vois du matériel. Ouais, clairement. Peut-être juste même, parfois ça se fait aussi, un post avec un fond neutre et une citation ou une phrase d'inspiration. Alors faut pas le faire une fois sur deux ou à chaque fois, mais non, clairement, une fois de temps en temps. Ça peut venir étoffer le côté un peu uniquement album photo qui est peut-être un peu trop brut, mais bon, là après on chipote un peu. Hein. Après, tu as le format Reel qui peut très bien, et surtout là sur de la photographie qui peut être utilisé. Ça peut être très bien une combinaison, enfin une compilation, des photos d'un seul et même shooting avec une musique un peu tendance. Ça permet d'augmenter la visibilité, donc c'est cool. Et ça permet de diversifier un peu ce format, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos, de posts fixes sur le compte, d'ajouter un petit peu de vidéos, sachant que c'est juste d'accoler plusieurs photos les unes aux autres avec un fond musical. Je pense que ça peut être cool pour la visibilité de tester un petit peu plus ce format-là. Ouais, grave. On continue. Alors on a un autre compte, c'est un hôtel. Profil. Un hôtel qui est situé à Poitiers, à côté d'un monument français bien connu. Hop, je te montre. Alors là, à mon avis, on aura plus de choses à dire. Alors, ouais, c'est un hôtel 3 étoiles, responsable et engagé. Ok. Week-end en famille, séjour pro.
Je vois qu'il y a un... Alors, il y a un... Dans la biographie, je vois qu'il y a un tag. Enfin, c'est pas un tag hashtag, c'est un autre compte qui est mis dedans, sachant que c'est pas cliquable. Donc, ça voudrait dire que si je veux aller sur ce compte-là pour voir du coup à quoi ça correspond, faudrait que moi j'aille dans ma recherche et retaper ce qu'il y a écrit, tu vois. Donc, ça, c'est terrible. pas top parce que du coup, on part du compte. C'est vrai que moi, tout ce qui est... ça arrive des fois que j'ai des prospects où je vois des hashtags dans la biographie ou justement des comptes autres qui sont mentionnés. Je déconseille vraiment de faire ça parce que déjà, une personne qui arrive sur ton compte, c'est un peu comme le site, tu vois. Quand on arrive sur ton site, bah, c'est trop bien. Par contre, si tu lui mets tout de suite des liens à la personne pour qu'elle sorte de ton site, bah t'as perdu, tu vois. Ouais, c'est clair. Ou alors, tu sais, t'as une option pour que... mais ça, sur Instagram, c'est impossible, pour que le lien soit ouvert dans un nouvel onglet. Exactement. Mais ouais, là, c'est... Sur Instagram, c'est impossible. Donc, là, en fait, terrible. finalement, tu perds. Donc, je déconseille sincèrement, en tout cas en description, en biographie, d'ajouter des choses à part le lien du site. Parce que là, c'est ton site, donc c'est hyper cool qu'il aille dessus. Ouais. Mais du coup, voilà. Je vois qu'il y a des stories à la une qui sont faites. Je trouve que c'est pas mal, c'est du contenu où on voit les personnes, donc ça c'est, comme on disait tout à l'heure, l'authenticité c'est ce qui prime de plus en plus aujourd'hui, donc c'est quand même bien de faire ça. Juste les vignettes sont pas très lisibles, donc voir, parce qu'il y a de l'écriture sur les vignettes, faudrait peut-être que ce soit un tout petit peu plus lisible, sachant que c'est exactement les mêmes mots en photo que le titre de la vignette, donc il y aurait peut-être même pas besoin d'ajouter un autre titre sur la vignette en elle-même. Ouais. Et après, ouais, au niveau des posts, bah, il y a peu de formats Reel, il y en a un petit peu, mais je pense qu'on pourrait essayer pareil de développer un petit peu plus ça pourrait être cool, surtout pour un hôtel, je trouve. Montrer vraiment les environs, les activités à faire autour. Sur un hôtel, je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à faire. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, là, il y a... c'est un hôtel donc, qui est proche d'un parc d'attractions d'ampleur nationale. Là, il y a pas mal de choses à faire, je pense, Ouais. en lien avec ça. Et notamment, alors, à voir comment le faire, mais si d'une manière ou d'une autre, il peut être un peu lié sur Insta avec le compte du parc d'attractions, c'est jackpot, quoi. Donc, exactement. Là, il y a du hashtag, il y a peut-être du tag, il y a vraiment des trucs, je pense, à aller chercher, parce que ça peut être une source de trafic et de clients, en fait, concrètement, qui peut être costaud, là. En fait, ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui font des recherches par rapport à ce lieu touristique-là. Donc, il faut absolument surfer au maximum sur ça. Et notamment les reels, c'est vrai que même quand on parlait de la recherche par mots-clés, le reel remonte encore plus dans les recherches par mots-clés. Donc, ne pas hésiter à ajouter plein d'hashtags et de tags quand on fait des reels. Donc voilà. Après, essayer d'avoir un feed un petit peu plus harmonieux, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on repère pas bien la charte. On voit un petit peu qu'il y a une charte, mais faudrait essayer d'avoir un tout petit peu plus d'harmonie dans le feed. Peut-être des comptes, peut-être des posts où c'est que de la photo. Un autre où on a un petit peu de création graphique, mélange entre photo et texte, mais où la charte est vraiment reconnaissable avec une police spécifique. Voilà, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que là, le feed est peut-être un peu trop anarchique. Et ça manque un peu de cohérence. Un petit boulot à faire là-dessus, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Donc, c'est jamais perdu. Voilà. On en prend un autre. Allez. Hop, j'ai un petit message pour dire que c'est fait. C'est terriblement frustrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de comptes. Il y en a plein. Vraiment, on est obligé de choisir. Alors, est-ce que... Ok, un truc intéressant qui sort un petit peu peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir, mais hyper intéressant, c'est un compte d'une... alors si je comprends bien, d'une compagnie d'assurance pour animaux. Trop cool. Tu vas me dire si tu comprends la même chose, mais ça me semble quand même assez évident. Ok. Bon, il y a pas mal de choses à dire, mais c'est pas mal, il y a un bon début quand même. Bon, je laisse l'expert parce que moi je vais dire n'importe quoi. Ça marche. Alors, ouais, ok. Ouais, assurance santé Tu pour les valides animaux. l'activité. C'est ça. Bon, c'est bien, la présentation est assez compréhensible de ce point de vue-là. Je trouve ça cool, tu vois, parce qu'ils ont... Effectivement, on comprend donc que c'est une assurance
pour les animaux. Mais ils ont ajouté une petite phrase dans la biographie qui fait comprendre que l'objectif, c'est de rendre plus sereins les maîtres, du coup. Je trouve ça cool de dire ça parce que la cible, forcément, c'est les maîtres de chiens ou de chats. A priori, les chiens et les chats Mais ne sont c'est pas pas encore les sur chats Insta. et les chiens directement, tu vois. Donc je trouve que ça, c'est super bien de l'avoir fait. Ouais, Tac. Il y a une petite phrase dans la biographie qui incite à partager les photos des animaux. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas sur quoi. Est-ce qu'il faut leur envoyer par message ou il faut les taguer? On ne sait pas, c'est pas forcément écrit. Donc voilà, ils ont un lien Linktree. Donc ça peut être intéressant, le lien Linktree. Parfois, c'est pas forcément pertinent, juste le lien du site, ça suffit. Mais des fois, c'est vrai, quand tu as plusieurs services ou que tu as d'autres... Enfin, en fait, selon tes objectifs que tu as avec tes réseaux sociaux, c'est intéressant d'avoir ce lien Linktree. Ça permet tout simplement, au lieu d'avoir qu'un seul lien, de pouvoir en mettre plusieurs et du coup, de diriger les personnes sur différents services. Donc, c'est assez cool. Ouais, c'est donc, pas mal. non, très bien. Très, très bien pour ça. Et Moi, sur le feed, je me disais que, peut-être un peu comme le premier compte qu'on a regardé, il y a beaucoup de photos et c'est chouette. Mais ça manque un peu peut-être d'autres choses, quoi. En fait, je pense que là, typiquement, on est sur de l'assurance santé. Ils devraient vraiment faire de la création visuelle, comme on disait. Tu vois, vraiment des posts avec de la photo et des posts vraiment avec la charte graphique de l'assurance, avec du texte, etc. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, tu vois, un peu d'expertise, je pense que là, il y a plein de choses à aborder, des sujets liés à la santé des animaux. Faire des focus un petit peu sur ça peut être hyper intéressant. En tout cas, montrer aussi que vous connaissez les animaux, que vous connaissez leur santé et d'apprendre des choses aux maîtres justement de ces animaux-là. Je pense qu'il y a plein de contenus qu'on pourrait imaginer au-delà que juste des photos de chats et de chiens en fait. En tout cas, faudrait penser un petit peu plus à des contenus plus... En tout cas, à plus forte valeur ajoutée, je dirais. Et un petit peu plus de vidéos. La bonne nouvelle là-dessus pour les propriétaires de ce compte, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des photos que le reste. Donc, pour vous qui avez pas mal de photos a priori à portée de main, c'est cool en fait, parce que vous allez devoir insérer les éléments graphiques, la charte graphique et tout, c'est ce qui est le plus simple finalement. Ouais, clairement. Et je pense que le contenu texte, les idées de sujets, vous devez sûrement les avoir. Peut-être que vous avez un blog en plus sur votre site. Vous avez déjà fait des articles et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre les éléments et essayer de faire des posts beaucoup plus résumés, bien sûr. Mais il y a plein de choses à faire et comme dit Vianney, c'est vraiment le contenu visuel qui est, surtout photo, qui est plus compliqué à avoir. Donc là, il y est, donc c'est l'essentiel. En plus, là, tu vois, il y a déjà une charte qui est là, donc clairement, c'est bien parti. Bon, les amis, c'est un peu frustrant, mais on va devoir rendre l'antenne parce qu'on a déjà bien dépassé le timing qu'on avait. C'est terrible parce que vraiment ça aurait été chouette de pouvoir continuer avec d'autres comptes. Si vous voulez, on peut en discuter après hors antenne. Donc peut-être Chloé qui gère le chat peut mettre le lien pour prendre rendez-vous pour ça. Ça n'engage à rien, on n'essaiera pas de vous vendre quelque chose absolument. Il n'y a pas besoin de mettre des CV ou des choses comme ça. Voilà, venez discuter si ça vous intéresse. Avec plaisir. On se fera un plaisir de vous donner notre avis, de vous partager peut-être quelques tips. Merci de nous avoir suivis. Le prochain live, ce sera dans un mois. Ça se passe en avril, donc logiquement, ce sera le 20, c'est un jeudi. Et on parlera d'UGC. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est donc le fait de récupérer des vidéos de consommateurs ou de professionnels, mais de personnes qui sont dans le contexte d'utilisation de vos produits ou de vos services, et donc de récupérer tout ça pour étoffer votre communication. On peut en faire plein de choses, on peut mettre ça sur les réseaux, on peut mettre ça dans les ads, on peut les mettre sur votre site, il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous invitera très prochainement à ce live donc, du 20 avril. Vous pouvez aussi vous abonner à notre colis dont on a parlé tout à l'heure, qui est une publication qu'on envoie une fois par mois, avec à chaque fois une thématique qui est poussée un peu comme on l'a fait là. On essaye de complètement traverser un sujet en vous donnant plein d'informations, plein de conseils pratiques, plein de templates, plein d'outils. Enfin voilà, on essaye d'en faire des choses qui soient vraiment riches et utiles. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Élise merci beaucoup pour ce live. C'était hyper cool. Intéressant de se plonger dans tout ça et d'aller chercher toutes ces infos. Et voilà, bonne fin de semaine. À bientôt les amis. Salut. Bon week-end, au revoir.